Est-ce qu'on peut devenir libre sans lâcher son CDI? Faut-il forcément tout risquer pour réussir ou la sécurité est-elle votre meilleur allié? Aujourd'hui, on démonte le mythe de la start-up pour parler du vrai business, celui qui génère du cash tout en se faisant plaisir. Nicolas, auteur de Gagner de l'argent grâce au side business, est avec nous pour transformer vos idées en virements bancaires. Salut Nicolas, tu peux montrer ton bouquin, il n'y a absolument aucun souci. On est aussi là pour ça. Allez, je te laisse quelques secondes pour te présenter, nous présenter ton ouvrage également. Ok, voilà, je m'appelle Nicolas Filali, j'ai 46 ans dans quelques jours. Je suis l'heureux papa de 3 enfants, je le dis parce que ça a un impact parfois pour créer du business, une famille nombreuse. Je suis un véritable passionné d'entrepreneuriat. J'ai eu l'occasion, depuis plus d'une vingtaine d'années, de lancer pas mal de projets, du freelancing à la start-up et aussi beaucoup de side business. Ça va être le sujet du jour. Et ce qui m'a amené en fait à des réflexions et à développer une forme de vision qui est que pour moi, le side business, c'est le moyen le plus simple et le plus accessible pour tout simplement se lancer dans l'entrepreneuriat. Et depuis 2020, j'en ai fait un peu ma mission de vie, qui est de partager, d'inspirer et d'accompagner, de former, parce que je suis formateur aussi, coach, des gens qui sont peut-être un peu perdus, qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas par où commencer. Et voilà, et le livre fait partie de cette mission de vie, de partager et de, j'espère, allez, on va dire, ou ce genre d'interview, d'allumer les petites flammes pour que les gens aient envie de se lancer. Alors, c'est quoi la différence entre un side business et finalement un second boulot? En fait, un second boulot peut être un side business, hein. Donc, le principe même du side business, c'est d'avoir une activité complémentaire, génératrice de revenus, si on s'entend simplement à la définition. Enfin, non, il y a une petite distinction, puisque dans side business, il y a quand même le mot business. Donc, quand on fait un petit boulot sur le côté, c'est pas vraiment un business. C'est plutôt qu'on échange son temps contre une paye de l'argent. On va aller travailler dans un resto le week-end. On va être payé quelques euros de l'heure. Peut-être un peu plus si on a un peu de chance, mais on est tout le temps en train d'échanger son temps contre de l'argent. Dans le mot business, on crée une forme un asset, si on parle un mot anglais. Donc, on crée quelque chose qui va avoir une forme de valeur, qui peut se revendre. Et donc, on a un petit business. Ce qui distingue pour moi le petit boulot du side business, c'est le fait qu'on crée quelque chose qui prend de la valeur aussi. Donc, on peut être salarié et créer son side business, on peut être entrepreneur, bien évidemment, et créer son side business, on peut être freelance et créer son side business. Exactement. Ok. N'importe qui, oui, tout à fait. Alors, même mon fils de 11 ans, on peut en parler, il a déjà commencé à créer des side business. Il a lu ton bouquin? Avant ça. Alors, c'est lui qui t'a inspiré. Alors, on attend tous finalement l'idée du siècle. Pourquoi dis-tu qu'il faut plutôt chercher des douleurs sur un marché? C'est quoi une douleur et comment on les repère? Oui, effectivement, en fait, la plupart des gens, tu vois, ils viennent me voir en disant « Ouais, j'ai une super idée de business, etc. » Généralement, c'est un mauvais départ. Parce qu'en fait, en tout cas dans l'esprit side business, ce que je vais distinguer de l'esprit start-up. Okay, dans une start-up, c'est différent. Je dirais pas la même chose. Mais vraiment, dans l'esprit side business, la plupart du temps, ça doit venir effectivement d'une douleur, donc d'une problématique qu'on a nous-mêmes rencontrée souvent, pour lesquelles on n'a peut-être pas trouvé de solution sur le marché. Et on dit, tiens, je pense qu'il y a moyen d'amener une solution à cette douleur. Alors, une douleur, c'est quoi? C'est tout simplement... quand on est en train d'expérimenter au quotidien quelque chose et qu'on se rend compte, ce serait quand même bien s'il y avait ceci, ou si je pouvais faire ça comme ça, ou s'il y avait cet outil, je pouvais trouver cette information, etc. On se rend compte qu'il y a une problématique à régler. Et cette problématique peut être toute petite, dans une toute petite niche de marché. Et c'est souvent de là que proviennent les idées plutôt de side business. À la différence d'une start-up, tu vois, je vais dire, pour prendre l'extrême total d'Elon Musk qui va envoyer des fusées ou des satellites en orbite, ça c'est des start-up, c'est pas des side business. J'ai une vision et je vais créer quelque chose de totalement innovant sur le marché. Ok. Là où, quand on parle de side business, c'est tout simplement de se rendre compte d'un petit truc qui va pas, sur lequel on veut amener une solution. Oui, et puis c'est bien, on parle bien de side business, donc c'est bien un business qui est malgré tout plus petit que notre activité principale, quoi. Alors, plus petit, ça dépend de quoi on parle. Plus petit que notre activité principale, pas forcément. Là, je tiens quand même à bien exprimer ça.
c'est qu'un side business peut générer plus de revenus que le business principal. Donc, je connais plein de gens qui ont des side business qui génèrent plus d'argent que le salariat ou que leur activité principale. Je connais plein de gens qui ont commencé avec un side business pour que ce side business devienne un vrai business. En fait, dans l'esprit de side business, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt la philosophie. La philosophie du side business, c'est que c'est à côté. Ça veut dire qu'il est gérable, opérable, en n'y consacrant qu'une partie de notre temps. Je peux prendre un exemple personnel qui va peut-être être très, très explicite. Là, on se trouve dans une ancienne ferme que j'ai rénovée, où il y a un espace de coworking, il y a une salle événementielle, il y a des bureaux, il y a des locataires, il y a des événements, etc. Je ne m'en occupe qu'environ une journée par semaine. Le reste du temps, c'est géré par des équipes, c'est géré par des gens. Donc, c'est pour moi un side business. Alors donc que c'est un vrai business. La notion d'à côté, mais d'ailleurs, cet à côté peut prendre des fois de l'ampleur et finalement devenir ton business principal, quoi. Oui, peut devenir le business principal ou peut-être opéré aussi de manière... peut tourner de manière plus autonome, on va dire, si on y met les systèmes, les équipes et tous les process en place. Ok. Alors pourquoi la plupart des gens finalement échouent avant même d'avoir créé leur site web? Site web, ok. En fait, la plupart des gens, je pense, ils échouent parce qu'ils partent trop de eux-mêmes au lieu de partir des autres. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est qu'on a tendance à penser que notre idée est incroyable, à la maturer, on va dire, dans notre cerveau, sans en fait aller à la rencontre du marché, aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des problèmes justement de notre cible idéale et de confronter nos idées à cette cible. Et donc beaucoup de gens en fait ils vont cogiter, maturer, aller très très loin dans leur idée, dans leur tête, peut-être poser des questions aux mauvaises personnes, c'est-à-dire ils vont demander à leur famille, à leurs copains, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Alors que ces personnes-là, déjà, ne sont pas du tout les bonnes personnes à qui poser la question et probablement peut-être même pas clients. Donc en fait, on va dire, leurs éléments ne sont pas du tout pertinents par rapport au projet. Et puis tout d'un coup, ils vont sortir quelque chose en se disant « ça y est, c'est go, je suis prêt ». Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'explique, notamment dans mon livre, qu'en fait, moi, j'ai tendance à vendre, avant même de faire un site internet, je vais déjà vendre autrement, ou bien je vais aller dans une manière la plus simple, la plus basique possible, pour valider en fait que mon postulat, mon idée entre guillemets, ou le problème plutôt que je veux résoudre, les gens sont prêts à payer pour. Donc, je vais même essayer d'ailleurs de vendre avant même de créer quelque chose. D'avoir créé. Ouais, alors, c'est un point qui est super intéressant. Donc, effectivement, on détecte une douleur, que ça soit pour soi d'ailleurs, hein, c'est un irritant. On se dit, comme tu le disais tout à l'heure, dans l'accomplissement d'une certaine tâche, tiens, il y a des choses qui me freinent, qui m'énervent. Et finalement, je me dis, tiens, il y a probablement, cette douleur est probablement partagée par d'autres. Et donc, c'est là où je peux trouver des idées de side business. Et donc, si c'est partagé par d'autres, il va falloir que je le vérifie. Et c'est comme ça qu'il faut aller se frotter sur le marché. Plutôt que de se dire, OK. Ouais. Je peux donner un petit exemple, si tu veux. Il y a quelques semaines, donc j'accompagne des entrepreneurs qui, ils sont justement aujourd'hui ici au bureau, ils se lancent dans la création de sites internet sur Odoo. Alors, je ne sais pas si vous en entendez parler en France. Odoo, c'est une start-up belge qui est en train de cartonner. C'est un outil qui permet de faire plein de choses. Et historiquement, il y a des gens qui font de l'intégration. C'est un espèce de gros ERP, CRM, comme SAP, Oracle, ce genre de choses. Bref, sauf qu'ils sont venus avec des petits modules qui remplacent tous les outils. Bref, on se retrouve sur un salon où il n'y a que des gens qui sont dans cet univers, des intégrateurs qu'on les appelle. Donc, c'est des gens qui mettent en musique, on va dire, le logiciel. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est uniquement des sites internet avec l'outil Odoo. Et on se retrouve sur ce salon où il y a des intégrateurs qui vendent des sites internet. Sauf que moi, mon postulat, c'est qu'en fait, ces gens-là, ce sont des informaticiens, des développeurs, ce ne sont pas des gens du design, du marketing, etc. C'est des profils qui n'ont rien à voir. Donc, ma douleur et mon postulat, c'est que ces gens-là, ils sont très bons pour faire l'intégration Odoo, mais ils ne sont pas bons pour faire des sites internet. Ce n'est pas leur métier. Ils ne sont pas du marketing. À la limite, les ingénieurs et les marketeurs, c'est deux mondes à part. Ouais. J'ai tout simplement été leur parler. Et j'étais avec les jeunes et je dis, tiens,
je me pose la question. J'ai vu sur votre site que vous faisiez des sites internet, mais j'ai vu, en tout cas de ce que moi j'ai vu, même votre propre site témoigne peut-être d'un manque de connaissance, de maîtrise du sujet. Et en fait, j'ai juste commencé à poser des questions. Et c'est le 3e plus gros intégrateur en Belgique, donc c'est des gens qui pèsent déjà. Et là, il m'a déballé tous les problèmes qu'il avait. Oui, effectivement, nous, ils veulent plus en interne qu'on vende des sites web parce qu'en fait, on est très mauvais, on ne sait pas le faire, c'est pas du tout notre truc, etc. Bref. Et quelques minutes après, je dis, ça tombe bien parce qu'en fait, nous, c'est notre métier. On a détecté que les gens comme vous avaient peut-être besoin de gens comme nous, du marketing, du digital, du design, pour les aider avec leurs clients à faire le site internet. Peut-être qu'on pourrait avoir un rendez-vous ensemble. Et la semaine d'après, on avait un rendez-vous commercial et on est en train de discuter de collaboration. Donc ça, c'est un problème concret. C'est un problème que vous avez détecté, validé finalement à travers d'échanges sur un salon et qui débouche sur une potentialité de business par la suite. Mais alors, on n'a pas de site internet, je me permets de couper. On n'a pas fait de site internet, on n'a rien. Ouais. J'ai encore rien fait avant de valider que le marché avait un problème. C'est ça, c'est le message que je veux faire passer ici. Ouais. C'est que quelque part, on vend déjà, alors qu'on n'a pas encore, on n'a pas de société, il n'y a rien en fait. Ouais. Bon, mais c'était dans le bouquin la semaine des 4 heures, là, où Timothy Ferris nous conseillait de créer sa landing page, faire un petit peu de publicité, de vendre l'offre, même si elle n'existait pas. Est-ce que ça, c'est des tactiques que tu conseillerais ? Oui, c'est la même chose. Hein. Ici, en fait, c'est la même chose, sauf que moi, ce que je dis, c'est que avant de faire ça, il faut d'abord aller parler aux gens. C'est-à-dire parler à sa cible, parler à son marché, comprendre ses problèmes, comprendre ses douleurs. Okay. Parce que ici, comment est-ce que je fais ma landing page ? Comment est-ce que j'écris les textes si je n'ai pas compris parfaitement quelles sont les douleurs de mes clients ? Si je pense le savoir, mais qu'en fait, je n'ai pas vraiment été confronté au marché. Ben là, quand ce monsieur que j'ai rencontré sur le salon me dit mais mon informaticien, mes gars en équipe, mes équipes, ils n'aiment pas, c'est pas le truc qu'ils veulent pas, etc. J'ai plein de ressources et d'informations super importantes que je vais pouvoir utiliser sur mon site en disant vous êtes des informaticiens, vous n'aimez pas faire des sites internet, nous on adore ça, laissez-nous faire notre boulot. Okay. Et ça va nous amener en fait à une bonne manière d'aborder le marché. Ok, donc d'abord interroger effectivement des cibles potentielles, collecter des idées, des insights, finalement des douleurs aussi à travers ces discussions, et puis éventuellement ensuite prolonger par une landing page, un peu de publicité. On voit si il y a une résonance sur le marché, et si c'est le cas, on se lance. Oui, en fait, toute la partie pub, landing page, etc., oui, bien sûr, c'est intéressant, mais encore une fois, moi, je suis presque... sur ce côté-là, j'aime bien un peu être à l'ancienne. C'est-à-dire, en fait, je vais déjà, comme je viens d'expliquer, vraiment parler aux gens, quoi. Je veux dire, et si je prends l'exemple que j'ai dit avant, je n'ai rien vendu. Parce qu'en fait, c'est souvent là où les gens ont un blocage, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent vendre. Ouais. Donc, moi, j'étais à ce salon, à cet événement networking. Je dis un salon, mais c'est plutôt un événement de présentation de l'outil avec tous les gens dans l'assemblée qui étaient notre cible. Ouais. On n'a rien vendu. J'ai juste posé des questions. J'ai juste demandé, tiens, comment vous faites ceci ? Quand un client vous demande ça, comment vous faites ? Parce que je vous vois que vous le faites, mais en fait, j'ai l'impression que vous ne le faites pas vraiment bien. Je n'ai rien vendu. C'est lui qui m'a dit, OK, il faut qu'on se voit, quand est-ce qu'on fait un rendez-vous ? Ouais. Je n'ai rien vendu. Ouais, donc il faut être vraiment à l'écoute et sur le terrain, quoi. Okay. Pour moi, c'est le plus important, c'est effectivement de... En fait, tu vois, aujourd'hui, c'est trop facile d'être derrière son ordinateur. C'est devenu trop facile de rester planqué derrière son ordinateur, d'envoyer sur les réseaux des messages, d'envoyer des emails, de contacter les gens sur LinkedIn. C'est facile, en fait, ça. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué d'aller frapper une porte, de se prendre une porte dans la figure parce qu'on dit dégage, j'ai autre chose à faire. C'est plus difficile. Donc, en fait, les gens ont tendance à rester dans la facilité, alors qu'une bonne relation humaine, une bonne discussion bien en profondeur nous apporte énormément d'informations. Et souvent, en fait, moi, je vends comme ça. Je vends juste en discutant. Et c'est les gens qui m'achètent, c'est pas moi qui vends. C'est les gens qui disent, mais c'est quand ton truc là ? Parce que, en fait, oui, j'en ai besoin. Ben, écoute, on va voir, on va le construire ensemble. Ouais. C'est quoi que tu as besoin exactement ? Raconte-moi. Et là, je commence à construire mon produit, mais pas dans ma tête, sur base des clients, tu vois.
Ouais, donc tu vas jusqu'à la co-construction de ton side business, Exactement. quoi. C'est pas Ouais, ouais, une ouais. idée que tu te dis, allez, boum, je Non, l'implémente et puis j'essaie de la vendre sur le web ou en spammant tout le monde par non. des Enfin, en tout campagnes cas, de cold email. ça, c'est mon approche. Ça, c'est l'étape 1. Et Ouais, puis, une fois que j'ai fait ça, que j'ai un client, ben là, je peux envoyer du volume ouais, dessus une fois que tu es pour sûr me que dire, ça est-ce que marche. les autres, Ouais, ouais, ils ont le même ressenti? Et est-ce que ça ouais, prend? ouais, Si c'est pas le cas, je reviens travailler un petit peu mon pitch et ouais. puis je retourne, tu vois. Ok, eh ben, ça me fait penser au timing. Il faut que tu y consacres combien de temps là sur un side business? Parce que finalement, ce que tu dis, ça prend quand même un petit peu de temps. Comment tu t'organises là? Finalement, tu qualifies que c'est bien, que ça reste un side business? En fait, c'est vraiment là, il y a pas vraiment de réponse toute faite. Ça dépend du projet. Tu vois, il y a des Ouais, projets. Je peux te donner l'exemple. Mon tout premier side business. On est en 2016, il y a 10 ouais, ans. Tout premier side business, c'est digital, parce que j'en avais fait plein d'autres avant, mais vraiment digital. C'était une plateforme pour générer des leads, donc des opportunités d'affaires dans un secteur bien spécifique. Bah, on avait fait là, pour le coup, une landing page, de la pub sur Google Ads, et en 48 heures, on avait des leads qui rentraient. Donc ok, 48 heures, on avait quelque chose de fonctionnel. À côté, tu veux créer, je sais pas, un micro SaaS ou euh, une formation ou je sais pas, bah, ça va te demander du temps. Donc il y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. ouais, Il y a des choses qui vont vite, des choses qui prennent plus de temps en fonction de dans quel univers tu te lances. Mais le plus important, c'est vraiment le passage à l'action, le plus rapide. Donc ne pas attendre qu'on ait quelque chose de 100% terminé, etc. C'est toujours cette idée ouais, je de valide. pré-vendre, de vendre peut-être moins cher au début, Ouais, de limite offrir le service au premier client potentiel et d'être vraiment dans l'action et pas dans la réflexion et la construction de quelque chose de super complexe dont personne ne voudra probablement à la fin, ouais. comme ça arrive parfois. Ok, allez, bah justement, puisque tu parles d'action, je vais te poser des questions et tu me dis stop ou encore. Alors, passer 3 mois sur son logo, Stop. 3 stop. minutes? Non, je rigole, mais 30 minutes maximum. Ok. Parler de son projet à ses potes pour avoir leur avis. Bonne idée ou mauvaise idée? Excessivement mauvaise idée. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai donné la réponse tout à l'heure. Premièrement, vos potes, ils vont projeter leur propre peur, leur propre crainte. Ils vont essayer de vous rassurer en disant non, non, mais t'es fou, te lance pas dedans. Ou bien à l'inverse, ils vont dire ouais, c'est super ton truc, parce qu'en fait, Ouais. ils n'osent pas vous dire que peut-être ils pensent tout le contraire. Ouais. Et troisièmement, si c'est pas vos clients, en fait, il y a aucun intérêt. En fait, c'est Ouais, ça intéressant sert de à poser rien, la quoi. question Ouais. juste comme ça, mais en fait, faut tenir compte de rien, quoi. Sauf Ok. si votre meilleur pote est lui-même un entrepreneur qui sait comment ça se passe et qui pourra vous conseiller. Mais en fait, la question, c'est plutôt à qui vous posez la question, plutôt que dire votre famille ou vos proches. Peut-être que pour certaines personnes, leur famille ou leurs proches, c'est exactement la cible du client potentiel idéal. Auquel cas, oui, pourquoi pas. Mais de manière générale, c'est une très Ouais, mauvaise idée. c'est plutôt rare, ouais. Ouais. Automatiser une tâche qu'on n'a pas encore fait 10 fois à la main. Non, aucun intérêt. Ok. Aucun intérêt. Lancer un produit Sauf si parfait. cette tâche Ouais. prend vraiment. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'IA, avec certains outils, si c'est une tâche qui va être vraiment, vraiment très, très chronophage, même dès le début, ça peut valoir la peine. Ouais. Mais généralement, non. En général, il faut, et à moins de la connaître parfaitement aussi, cette tâche. Donc, il vaut Ouais. mieux connaître parfaitement toutes les Ouais. étapes avant Donc, il vaut d'automatiser, mieux. ça c'est sûr. Ouais. Ok. Lancer un produit parfait dès le premier jour. Bah, stop. Je pense qu'on en a parlé. Non, non. Il n'y a pas de produit parfait. Parce que 9 fois sur 10, ça va pas du tout se passer comme on imaginait. Donc, je prends l'exemple. Hein, donc, Johan Lopez de Snowball, pour qui moi j'écris, au début, il a fait juste un post LinkedIn euh, en partageant comment il gérait ses finances perso. Les gens ont dit, tiens, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Ça s'est traduit en newsletter et aujourd'hui, c'est en train de devenir une fintech. Est-ce Ouais. qu'il imaginait au début que non, on ne sait pas en fait, on ne sait pas le chemin que ça va prendre, on ne sait pas où le marché va nous emmener. En fait, c'est le marché qui décide. Bien Enfin, en tout sûr. cas, qui
nous ouvre des opportunités et que nous, on décide de prendre ou de ne pas prendre. Mais en tout cas, au final, c'est quand même toujours le marché qui guide un petit peu la suite. Comme quoi, on peut créer des opportunités avec un simple post LinkedIn. Exactement. Offrir son service gratuitement pour le tester. Est-ce une bonne idée ou pas? Super bonne idée. Moi, je recommande toujours... alors, il y a des avis partagés là-dessus. Ouais. Moi, par contre, moi, je suis 100% convaincu que c'est une très bonne chose à faire. Parce qu'encore une fois, alors il y a gratuit et gratuit. Ça dépend de quoi on parle. Il y a quand même des nuances aussi là-dedans. Si vous passez 6 mois à développer un truc qui vous prend 20 heures par semaine, oui, non, évidemment. Mais c'est pas ça l'idée. Mais si je reprends l'exemple de ceux qui sont sur des sites Odoo qui savent sortir un site en 2 jours et qui peuvent le faire gratuitement, oui, ben faites-le. Parce que, vous vous décomplexez sur le niveau le standard sur lequel le client va s'attendre. Il ne paie rien, donc il va quand même moins exigeant qu'un vrai client. Vous allez apprendre plein de choses, vous êtes dans l'action, vous allez vous rendre compte de plein de choses que vous n'avez pas pensé au début. Et surtout, à la fin, vous allez avoir potentiellement un client content qui va vous faire une recommandation, un témoignage. Vous allez avoir de quoi montrer ce dont vous êtes capable aux futurs clients. Et ça en fait, c'est un outil marketing qui vaut de l'or. Ouais. Donc, en fait, il vaut bien mieux être dans l'action gratuite que de rien faire en attendant que quelqu'un nous paye. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ah non, gratuit, non. Et 6 mois après, ils n'ont toujours pas de clients. Ouais. Celui qui a fait gratuit, qui a bossé, pour rien, il a appris plein de choses, il a peaufiné son produit, il a peaufiné son offre, et il se connecte avec son audience, il comprend, etc. Puis il a des témoignages des clients et très certainement des clients, 6 mois après, des vrais qui payent. Ok, créer une micro-entreprise avant d'avoir fait sa première vente, justement. Non. Pour moi, mauvaise idée aussi. En fait, moi, je fais partie des gens qui aiment bien régler les problèmes quand ils sont là et pas les anticiper. Ouais. Donc ça, c'est aussi un vrai biais psychologique que la plupart des gens ont. Alors, je vais me dire, plus les gens sont intelligents et plus c'est souvent le cas. Les gens intelligents, ils se posent énormément de questions et ils anticipent, ils veulent tout anticiper, tout maîtriser. Et en fait, pourquoi créer notre entreprise alors qu'on n'a pas d'argent ? Ça n'a aucun sens. Au pire, vous faites un peu d'argent et vous trouverez comment on régularise la situation plus tard. Ouais. Mais focus sur la prochaine étape et pas l'étape 10. Je rigole parce que c'est exactement comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et c'était vraiment très très tôt, 96, 97, là, avec l'arrivée du digital. Et ma première facture, je ne savais absolument pas comment la faire. Donc j'ai regardé tout simplement une facture. Et puis tiens, il y a de la TVA. Alors je crois que c'était à 25%. En plus à l'époque, ou 24, je ne sais plus. Bon. Et donc je facture comme ça. Et j'étais pris dans un flot. Enfin, ça a été une sorte d'hystérie. J'ai eu des commandes partout. Et j'ai mis 2 ans avant de me régulariser. Et donc, pendant 2 ans, j'ai facturé, j'ai encaissé la TVA, et j'espère qu'il n'y a aucun contrôleur fiscal qui nous écoute. La prescription, là. Et donc, voilà, donc j'ai gagné un quart de chiffre d'affaires en plus pendant 2 ans. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, là ça commence vraiment à craindre. Et je suis allé régulariser et régler le problème. C'était une petite... t'allais dire c'était une petite anecdote ou... Oui, c'est une petite parenthèse, mais... Mais en fait, oui, mais non. Ça peut te paraître être une petite parenthèse, mais en réalité, c'est ce qui fait toute la différence. Ouais. Parce qu'en fait, cet exemple-là, pour moi, il illustre en fait la même chose dans tout. Parce que si tu fais ça sur ça, tu fais ça dans tout. Ouais. Tu sors ta première vidéo s'il n'est pas parfaite. Tu envoies ta première newsletter s'il n'est pas parfaite. Tu écris ton premier post LinkedIn s'il n'est pas parfait. Tu contactes ton premier client même si tu ne sais pas quoi lui raconter. Tu vas parler au gars dans un salon même si tu ne sais pas quoi vendre. Et c'est pareil dans tout. Et en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, ça peut te paraître une anecdote, mais c'est ce qui fait toute la différence. Alors, pour info, c'est marrant parce que aujourd'hui, il y a ma newsletter Snowball qui sort sur le mindset et je parle de ça parce qu'en fait, moi, j'ai accompagné là depuis 2020, je sais pas, plus 200-300 personnes plus à se lancer. Et en fait, ils viennent me voir pour des idées, des business, des machins.
Et en fait, le problème, il n'est pas là en général. 9 fois sur 10, le problème, il est dans le mindset. Ouais. Je leur dis de faire ça, ils ne le font pas. Je leur dis contacte 10 personnes, va parler à 10 personnes. Ils reviennent après. Ouais, donc j'ai peaufiné ma landing page. Je t'ai dit d'aller parler à des gens. Ouais, mais c'est pas encore. Vas-y. Ouais, c'est vraiment l'idée, tu sautes à l'eau et tu apprends à nager, quoi. Ouais, et en fait, c'est ça les clés du succès. Elles sont dans la tête sûr. souvent et pas dans. C'est pour ça que je dis les gens trop intelligents, les gens qui réfléchissent trop. Ouais. En général, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. L'action qui prime. Ouais. Alors, dans ton livre, tu parles de muse. C'est quoi une muse? Bah, une muse, en fait, c'est un terme. D'ailleurs, je pense que c'est Tim Ferriss qui en parle dans La semaine des 4 heures. Une muse, c'est un peu tu vois, c'est la quintessence du side business. Une muse, c'est tout simplement un side business qui tourne vraiment presque en full automatique et donc où l'effet levier, l'effet temps versus revenu est complètement décorrélé. Peu importe le montant du revenu, hein. C'est juste la philosophie. Le principe de la muse, c'est-à-dire je ne fais rien et mon projet me génère une rente. Alors, il y a des side business qui sont des muses qui génèrent pas grand-chose et d'autres qui peuvent générer un peu plus d'argent. Après, c'est rare qu'il y ait vraiment rien à faire. Mais par contre, on peut quand même mettre en place des systèmes autonomes où on est plutôt pilote. Et bon, le pilote dans un avion, il check un peu de temps en temps, mais s'il a un bon copilote, il peut dormir la plupart du temps quand même pendant le vol. Ouais, pendant le vol. Bon, ben écoute, tu m'as donné l'envie de te poser la question de savoir quelles allaient être les muses de 2026 qui vont cartonner. Tu as une ou deux idées en tête? Ouais, j'aime pas pour trop qu'on parler. Puisse dormir en gagnant de l'argent. Ouais, alors, ce qui a quand même un élément, moi, j'aime pas vendre du rêve, tu vois, donc je suis pas là pour dire c'est facile, on lance une muse et puis évidemment, tout le monde aurait envie de ça. Avant de répondre à cette question, je pense que le plus important, c'est passer à l'action, 2, j'ai presque envie de dire 2, passer à l'action, mais vraiment de monter en compétence. En fait, les muses, ça fonctionnera quand vous aurez appris énormément de choses sur la manière de monter un projet. Ça demande de comprendre c'est quoi des automatisations, ça demande de comprendre certains modèles de business qui sont plus susceptibles que d'autres de créer ou d'arriver à mettre en place effectivement ces muses, de savoir comment déléguer, comment mettre en place des process. Il y a énormément de compétences à apprendre avant de se dire j'ai une muse. Après, il y en a parfois sur... je peux donner un exemple parce que il y a prescription aussi. J'avais un jour rencontré un ami, Jonathan. Il avait lancé, il devait passer son permis de conduire. Et en Belgique, il y a un test qui s'appelle le test de perception des risques. Bref, c'est un nouveau test qui avait été à un moment donné lancé. Il devait le passer. C'était un flemmard. Il a demandé à sa copine de faire un résumé pour qu'il n'ait plus qu'à apprendre le résumé avant d'aller passer son test. Elle lui a fait un résumé. Il a été passé le test. Il a réussi haut la main le test. Il s'est dit waouh, au lieu de passer des heures et des heures avec ce résumé, j'ai passé le test. Il a fait un site web de la publicité où il vendait son résumé quelques euros. Et pendant 2-3 ans, il a vendu des résumés de tests de perception des risques en full automatique. Et ça lui générait entre 500 et 1500 euros par mois de revenus full passif, en full automatique. Ouais. Donc ça, c'est un exemple d'une muse. Passif, mais en général, ça ne dure pas. Ça a tendance à ne pas durer éternellement, les muses. Ouais. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, alors, si je dois répondre... Il y a une durée de vie qui est relativement courte, quoi. La plupart du temps. La plupart du temps, il n'y a pas non plus de formule magique de Win for Life tous les mois à vie, sans y mettre... voilà. Ouais. On serait tous riches, sinon. C'est dommage. Alors, si je n'avais que 2 heures par semaine à consacrer à mon side business, quels sont les 2 outils indispensables ou les 2 idées pour démarrer, pour ne pas être esclave de mon projet? Alors, premier, sans aucun doute, apprendre à utiliser l'intelligence artificielle et un outil Claude, ChatGPT ou peu importe, mais vraiment monter en compétence sur l'usage d'un outil d'IA, parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Littéralement, le temps qu'on peut gagner. Donc là, on peut diminuer par
Je ne vais pas dire par 10 parce que ça dépend de nouveau. Il faut monter en compétence, il faut comprendre les bases pour bien l'utiliser. Donc, attention à ce que je dis. Mais celui qui connaît les bases du business, donc par exemple, moi qui maîtrise le marketing, etc., enfin, qui a appris tout un tas de choses, j'ai littéralement fait x10 ma productivité avec des outils comme ça, surtout dans une phase de démarrage. Parce que vraiment, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, sans hésitation, un outil d'IA. Deuxièmement, je dirais la même chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est maîtriser l'art de poser les bonnes questions auprès de notre cible, auprès du marché, auprès du public. Donc ça, c'est le deuxième truc. Ce serait parler à des gens. Si vous avez des idées, allez parler à votre cible et passez votre temps à parler aux gens de leurs problèmes. Ça, c'est les deux choses que je ferais si j'avais que 2 heures, c'est monter en compétence sur les outils. La deuxième idée avec la première, hein, donc utiliser l'IA pour obtenir des idées de questions, se faire coacher. Ouais, alors, oui, bien sûr. Je donne un exemple. Hein. Donc, moi, je recommande toujours un livre qui s'appelle, j'en parle dans mon livre, qui s'appelle The Mum Test, qui est un tout petit livre qui est vraiment super bien fait. Je le conseille en anglais, il existe en français, mais c'est pas le même niveau de qualité de traduction. De Mum Test, qui est justement, qui refait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, qui t'explique qu'il ne faut pas aller demander à ta maman si tu as une bonne idée, parce que ce ne sera pas les bonnes réponses. Donc, qui t'apprend à poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, justement. Celles qui comptent, en fait, parce que les gens ne vont pas vous donner les bonnes réponses au début. Bah, si tu dis à ChatGPT, voilà mon projet, utilise toute la logique et la philosophie de ce livre-là pour m'aider à poser les questions à ma cible qui est tatata, il va te donner les bonnes questions. Et ce genre d'exercice, effectivement, où tu lis la théorie en lui cadrant l'outil et derrière l'IA, tu vas pouvoir avancer très très vite. Et étape d'après, si on continue dans l'exercice, enregistre toutes les conversations. Là, on fait une visio, tu enregistres, tu récupères le transcript, tu le redonnes à l'IA. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'on a raconté ? Quand tu fais 10, 15, 20 interviews, si tu en fais 2-3 par semaine, tu vas récupérer tout un tas d'informations que tu peux redonner à l'IA. Et là, on commence à créer une vraie machinerie qui va donner beaucoup un gros coup d'accélérateur en fait, sur le business. Parce que après, il aura les informations sur notre persona, donc on pourra nous aider à créer notre landing page. Enfin bref, et on nourrit une machine qui apprend à connaître notre business. Ouais. D'où la productivité x10 une fois qu'on a fait ce setup et les efforts pour enclencher toute la machinerie. Alors tu disais quelque chose, tu dis quelque chose de très intéressant, hein, c'est donc d'aller voir les gens et justement pas sa maman. Comment on fait quand on est timide ? Parce que dans un moment là, tu as dit voilà, j'explique à certains de mes clients d'aller voir justement des personnes sur leur marché, et puis ils reviennent 15 jours après, ils vont dire voilà, j'ai affiné mon site web ou ma landing, machin. Mais, bon, ils sont pas allés les voir. T'as des conseils là pour c'est pas évident, c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude et quand on est timide, tout simplement. En fait, je crois que la réponse, elle va être un petit peu brutale peut-être, mais on fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu dis à quelqu'un, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ouais. Donc, en fait, si tu t'attends à pas devoir faire les trucs que tu n'as pas envie de faire, ou qui sont un peu difficiles, ne démarre même pas. Ouais. Quand tu es monté pour la première fois sur un vélo, tu t'es cassé la gueule. Quand on t'a jeté dans une piscine, tu coulais. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a des choses où tu seras bon, il y a des choses où tu seras moins bon. Et si tu n'es pas prêt à apprendre les choses qui sont essentielles, qui sont d'être capable d'aller parler aux gens et de leur poser des questions, ne commence pas. Ça risque d'être probablement très compliqué, sauf si, évidemment, il y a des business. Ce que je dis de nouveau, je suis parfois un peu extrémiste sur certains propos, mais bien sûr, il y a des business, on ne voit pas, vous faites tout sur Internet, et ça peut fonctionner, oui, bien sûr. Mais c'est plutôt la philosophie, j'essaie d'expliquer ici, qui est que il faut quand même apprendre à faire ce qu'on n'aime pas faire et ce pourquoi on n'est pas bon, et être prêt tout simplement à évoluer. Tu vois, c'est plutôt une question d'évoluer. Allez, on ne naît pas timide. On a un passé, on a des expériences qui ont fait que peut-être on a développé une forme de timidité plus que d'autres personnes. Ouais.
Mais ça se change. Mais Il y a des chanteurs qui bien montent sur sûr, scène qui sont ultra timides, il y a qui des sont, bien acteurs qui sûr. sont timides. Ouais. Et ben, à un moment donné, il faut Donc se battre un peu contre ça. il faut presque lister ce qu'on a horreur de faire et puis se forcer à faire ce qu'on a horreur de faire. Alors, je vais Par même. exemple, la vente, c'est que c'est Ouais. alors, bah, typiquement, moi, très souvent, voilà, je vais travailler sur une offre et puis une fois qu'il faut la vendre, ah bon, bah tiens, j'ai de suite tendance à me dire ah bah tiens, j'ai une nouvelle idée, c'est génial, et poum, je pars sur autre chose et puis finalement, je vais pas tester ma première offre et ainsi de suite, quoi. Donc je sais que c'est un de mes problèmes et donc je me force à malgré tout y aller. Alors, t'as des conseils là pour Ben oui, mais en justement fait, pour débloquer ce type de situation? alors, tu as dit deux choses qui sont intéressantes. La première, effectivement, moi, je fais souvent ça avec les gens que j'accompagne, c'est que je commence par faire un. Tu sais, comme tu vas chez le docteur, on fait un petit état des lieux de la situation. C'est quoi tes compétences? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Et qu'est-ce qui, tu penses, te connaissant toi-même, sera peut-être l'élément qui pourrait faire que ça va pas bien se passer ou que ça va être compliqué? Et si on voit que c'est des éléments comme ça, ben, je vais dire, on va commencer par travailler aussi sur Là-dessus. là-dessus. Ouais. Parce que si c'est pour le reporter et qu'en fait on sait que ça va être un problème, ça va être un problème. Ouais. Donc je pense que la première chose, le premier conseil, c'est de prendre conscience. En fait, la première étape pour moi, c'est une prise de conscience objective de qui nous sommes en tant qu'entrepreneurs. Tu vois, quelles cartes on a en main. Et on est tous différents. On a tous un joker d'un côté, mais peut-être une trop mauvaise carte sur une autre thématique. Je veux dire, on est tous uniques avec nos forces, nos faiblesses. C'est déjà de voir qu'est-ce qu'on a comme carte en main et de se dire, OK, comment est-ce que si j'ai un 2 sur 10 sur cette thématique et que ça va être essentiel dans mon business, comment je fais pour avoir un 3 et puis un 4 et puis un 5 et puis un 6, mais on va pas avoir un 2 et puis un 10 demain. Ça va être un travail permanent. La timidité, c'est prendre une fois son téléphone et puis en fait, mais si on fait 10 coups de fil par semaine, je t'assure que dans un mois, si tu en fais 10 par semaine, dans un mois, tu passes des coups de fil, tu dis mais comment je faisais avant? Et c'est naturel. Donc la première étape, c'est prendre conscience et puis faire des petits pas, tout simplement pour commencer à progresser. Ça, je pense que c'est Donc essentiel. conscience de ses faiblesses et puis encore une fois, agir sur le terrain. On se lance plutôt que de trop réfléchir. On y va et on progresse, quoi. Et le deuxième chose, c'est s'entourer. C'est savoir s'entourer aussi. Donc, encore une fois, on ne peut pas être parfait dans tout. Donc, on parle de side business. Mais bon, voilà, après, on peut être un side business et s'entourer d'autres personnes. Si on se rend compte vraiment, je veux dire, on va pas. L'objectif n'est pas de tout apprendre dans tout. C'est pas ça l'idée. C'est si c'est essentiel que ce soit nous qui le fassions, il va falloir qu'on se forme un minimum. Ouais. Et généralement, le problème, c'est que la vente et le marketing, si nous-mêmes, on n'est pas capable de vendre notre propre produit, de comprendre notre client, etc., quelqu'un d'autre ne fera pas mieux que nous, parce que c'est nous qui allons devoir transmettre ces informations Bien sûr. à quelqu'un qui va le faire. On ne peut pas aspirer que l'autre personne va tout faire à notre place. Par contre, tu sais pas faire un site internet. Bon, aujourd'hui, avec l'IA de nouveau, ça devient plus facile. Tu peux trouver un prestataire qui va le faire. On est dans la technique, on n'est pas dans quelque chose d'essentiel pour le business. Donc évidemment, ça va dépendre du sujet. Mais généralement, la vente et le marketing, c'est difficile d'y échapper parce que c'est le nerf de la guerre, quoi. De faire sous-traiter ces deux parties. Ok. Tu parles beaucoup d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs. Est-ce qu'on peut développer des side business quand on est salarié? Ah, bien évidemment. Oui. Ouais. Ah, non, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est la mentalité. C'est-à-dire que quand on est salarié, tu vois, on est salarié, on a l'habitude d'aller travailler, de toucher sa paye à la fin du mois. Même si le vendredi après-midi, on était sorti le jeudi et on n'a pas trop bossé, là, on a quand même le salaire qui tombe à la fin du mois. Et voilà. Quand tu es indépendant, tu ne travailles pas, mais il ne se passe rien. Donc, il y a quand même un état d'esprit, il y a quand même tout un tas de mécanismes qu'il va falloir développer. Et donc, il faut, à un moment donné, se rendre compte de quel état d'esprit on a. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a compris ce que ça allait nous demander qu'est d'être entrepreneur? Tu vois, je connais plein de personnes qui sont en salariat, ils font leur boulot depuis 10, 15, 20 ans, ils sont pépères, ils n'ont pas spécialement besoin de se challenger, d'évoluer. Voilà, ils sont dans une forme de confort. L'entrepreneuriat est rarement
quelque chose de confortable. C'est quelque chose où on se remet en question. On a des échecs, on a des succès, c'est plus des montagnes russes. Donc c'est pour ça que quand je parle d'entrepreneur, c'est simplement que même en tant que salarié, c'est plus un mindset. Voilà, c'est plus quel mindset on a. Est-ce qu'on a le mindset pour être entrepreneur ou pas? Et ça, c'est pour ça que ça revient à cette forme d'audit au début, de bien savoir qui on est et se rendre compte si on est fait ou pas pour ça. Parce que tout ce que tu viens de dire, il va falloir qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on fasse des choses qu'on n'a jamais faites et qu'on se jette un peu à l'eau, quoi. Ok, allez, cool. Remontre-nous la couverture de ton ouvrage, s'il te plaît, et dis-nous en quelques mots qu'est-ce qu'on y trouve. Il est beau. Alors, on y trouve en première partie un peu la philosophie. C'est quoi un side business, l'historique aussi de l'évolution du business, parce que tu vois, entreprendre, moi quand j'ai commencé il y a 20 ans et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même écosystème, donc on parle un petit peu de ça. Et ensuite, je donne un petit peu le panorama de manière très, très résumée, un peu des différents types de side business. C'est quoi la différence entre un business normal, un side business, une muse, une start-up, enfin voilà, tout ça. Et puis les différents types de side business qu'on peut lancer. Et puis, j'explique surtout le après, c'est-à-dire c'est quoi les étapes justement pour vendre avant de créer, pour aller tester le marché, pour détecter des signaux de marché qui vont qui vont nous rassurer en fait sur l'idée qu'on a. Comment lancer l'idée tout simplement. Et typiquement, des éléments dont on a parlé aujourd'hui, quelles questions il faut poser, comment il faut se poser, comment utiliser un petit peu l'IA pour nous aider à toutes ces étapes. Donc, on va vraiment être sur le parti, ce que j'appelle go-to-market. Donc, on ne va pas parler trop de l'idéation, on va plutôt parler de comment je vais lancer. Comment je crante, comment j'y vais, quoi. Comment j'y vais, comment je me lance. Donc, super pratico-pratique, quoi. J'espère en tout cas. J'espère en tout cas. Bon, j'ai déjà des chouettes retours, donc ça c'est chouette. J'ai déjà des petits témoignages en retour le lendemain de la sortie du livre. Donc quelqu'un visiblement l'avait dévoré, donc ça fait plaisir. Ah, c'est cool. Très, très, très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Bon, j'imagine qu'on retrouve ton bouquin partout, dans les bonnes librairies, sur Internet, Amazon, la Fnac et consorts. Juste peut-être une dernière question. Là, actuellement, tu fais tourner combien de side business, toi ? Alors, j'en ai en construction. Ouais. C'est une bonne question. Je dirais peut-être... en fait, ça dépend jusqu'où on regarde. Hein, parce qu'il y a des écosystèmes où il y a plusieurs petites sources de revenus dans la même activité, si tu veux. Tu vois, si je prends mon écosystème sur le side business, j'ai une formation, j'ai ma newsletter, j'ai la chaîne YouTube, mais qui n'est pas génératrice aujourd'hui de revenus, mais ce sont des choses qui peuvent le devenir. Donc ça, je vais le prendre comme un seul. Je vais pas le prendre. Tu sais, mon livre, j'ai 2 livres différents. Est-ce que c'est chaque fois un side business? Si je les compte de manière individuelle, oui, ça commence à faire beaucoup. Je dirais entre 6 et 8 projets là pour l'instant qui tournent. Ouais. Ok. Et tu bosses combien d'heures par jour? Je bosse en général de 9h à 19h. Okay. C'est assez carré. C'est-à-dire, je vais déposer mes enfants, je vais au bureau, je fais ma journée, 19h, je rentre à la maison et j'essaie de plus allumer l'ordinateur et de profiter avec la famille. Tu coupes donc des règles très, très strictes et plutôt saines. Bon, super. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Moi, je vais dans tous les cas me précipiter sur ton bouquin et j'espère qu'on se recroisera sur ce podcast ou ailleurs. Avec grand plaisir. Merci Stéphane pour l'invitation. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao. Cette conversation n'est qu'un aperçu. Pour approfondir toutes les stratégies et les idées de notre invité, la suite se trouve dans les pages de son livre, édité par Vuibert et disponible dans toutes les bonnes librairies. Retrouvez chaque mois un nouvel auteur et une nouvelle vision du business en vous abonnant à ce podcast. Le Réveil Business est votre podcast et il grandit grâce à vous. Si cet épisode vous a été utile, soutenez-nous en laissant 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aidera le plus à faire connaître le podcast. Allez, merci et à bientôt.